Monsieur Vaccaro, on est aujourd'hui sur le site du parc Écodonia. Vous pouvez nous présenter le projet, puisque vous êtes à l'origine, je crois, de ce vaste parc? Oui, tout à fait. Donc c'est un parc qui est dédié à la conservation des prédateurs. Donc on a en fait un seul objectif qui est la conservation. Le deuxième, on a une thématique qui sont les prédateurs et un concept qui est un petit peu original. Ce concept, c'est de mettre en relation une écozone, c'est une écorégion dans le monde précise, en fonction de deux critères particuliers, en relation directe avec une association de conservation sur le terrain. On parle beaucoup du parc en ce moment, mais je crois que ça fait plusieurs années que vous êtes dessus. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique depuis quand vous travaillez dessus, depuis quand les travaux qui sont derrière nous ont commencé, et pour quel coût? Alors, on a commencé le projet il y a à peu près 4 ans maintenant. Donc, il y a eu toute la phase on va dire, administrative, donc avec enquête publique, etc., qui a duré à peu près 1 an et demi. Ensuite, on a eu, simultanément, on a eu la recherche des investissements. Donc là, on a un projet à 9 millions d'euros. Voilà. Et puis après, on a eu la phase conception et travaux. Donc, phase travaux, on est à peu près à 1 an et demi de travaux. Vous pouvez nous expliquer le but du parc quand il sera ouvert? Le Perpignanais ou le Montpelliérain, entre guillemets lambda, qui vient dans le parc, il découvrira quoi, il verra quoi, il vivra quoi? Alors là, vous avez deux questions. Qu'est-ce qu'il va voir et quel est le but? Alors l'objectif du parc, il est très simple, c'est la conservation des prédateurs. Quand on parle de conservation, on voit beaucoup de choses. La première, c'est on participe à des programmes d'élevage pour conserver, on va dire, la génétique des différentes espèces. Donc là, c'est des programmes qui sont à l'échelle européenne, auxquels nous, on participe. Ensuite, vous avez la partie réintroduction. Donc, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, oui, les programmes de réintroduction marchent, fonctionnent. C'est lourd, c'est une très grosse logistique. Nous, on participe à 2 programmes de réintroduction, celui de la panthère de l'amour et celui du faucon lagard en particulier. Ensuite, vous avez toute la partie sensibilisation du public. Donc là, c'est ce qu'on veut voir les gens. Vous avez la partie également recherche. Et la dernière partie qui fait partie de la conservation et qui est aussi également très importante, c'est le soutien financier et logistique des associations qui travaillent sur le terrain. Vous pouvez nous rappeler quelles associations travaillent pour vous? Alors, elle ne travaille pas pour nous, hein, c'est nous qui travaillons pour elle. Donc, on a la Witcat Conservation Alliance, donc pour la protection du tigre et la panthère de l'amour. On a Toutira, donc là, c'est une association qui est du côté du Pérou, donc essentiellement pour la protection des condors et des ours à lunettes. Vous avez Actag Père W, donc c'est elle plus une zone, le parc W, en particulier le lion africain. Et puis on a également Ferus, donc une association française. Donc là pour la protection des grands prédateurs, enfin des 3 grands prédateurs qui sont en France, donc le lynx, le loup et l'ours brun. Et la dernière association c'est AB Conservation, donc qui travaille sur le binturon. Vous parliez de lynx, de condor, d'ours. Vous pouvez nous faire un petit listing des animaux qu'on verra quand le parc sera ouvert? Peut-être pas tous, mais une majorité pour que les gens se rendent compte de tous les animaux qu'on pourra voir. Alors nous à l'ouverture, donc on aura la première écorégion, donc c'est le kraï du Primorié. Le kraï du Primorié, c'est une région qui est entre Vladivostok et le fleuve de l'Amour. Dans cette région-là, donc on a énuméré tous les prédateurs qui existaient. On a également fait l'inventaire des prédateurs qui existaient en parc animalier, puisqu'il n'y a plus aucun prélèvement en milieu naturel. Donc là, les gens pourront découvrir du chien viverin, vont pouvoir découvrir du dholle, des gloutons, du tigre de l'amour, de la panthère de l'amour. En termes de rapaces, on va avoir des pigargues à queue blanche, on va avoir des grands-ducs de Sibérie, on va avoir du faucon cresserelle également, on va avoir des chats léopards de l'amour et plein d'autres choses encore. On entend certains de vos détracteurs, notamment du côté d'Europe Écologie Les Verts, mais pas seulement, qui vous reprochent d'avoir installé des lodges, des sortes de bungalows sur le site. Qu'est-ce que vous leur répondez? Quel est l'objectif de cette installation et qu'est-ce que vous leur répondez à eux? Alors l'objectif de ces installations, c'est de faire découvrir nos animaux sous un autre point de vue. Voilà. On nous dit souvent, oui, c'est pour faire de l'argent. Moi, je leur réponds, si on veut reverser de l'argent à la conservation, il faut bien gagner un moment ou un autre. Voilà. Donc, ces lodges que l'on a mis en place, donc c'est du haut de gamme, hein, les gens vont pouvoir dormir toute la nuit. Il faut savoir que les enclos sont faits de telle sorte que les animaux ne sont pas devant la vitre, ne pas bouger. C'est-à-dire qu'ils sont libres, ils peuvent aller dans la partie de l'enclos qu'ils veulent, et surtout, s'ils ne veulent pas être visibles des lodges, ils peuvent ne pas l'être.
Voilà. Il s'est avéré, parce que nous on a déjà fait des tests évidemment, que les lodges sont plus un stimuli pour les animaux qu'une contrainte. C'est-à-dire que là par exemple on a les panthères, quand elles voient quelqu'un arriver, elles disent tiens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mouvement, elles vont venir voir, elles vont faire à droite, à gauche, etc. Et puis au bout d'un moment, elles vont passer à autre chose. Voilà. Donc pour nous actuellement c'est plus un stimuli qu'une contrainte proprement dit. Ça pourrait être une contrainte, oui, si elles avaient aucune possibilité d'échappatoire, si elles ne pouvaient pas se cacher, mais ce qui n'est absolument pas le cas. Vous parliez de haut de gamme, on a une idée du tarif? Quand le parc sera ouvert de ces lodges, est-ce qu'on peut déjà réserver ou est-ce qu'il faut encore attendre? Alors vous avez tous les tarifs sur le site internet. Pour Ecosonia, on a fait on a essayé de toucher un public très très large. C'est-à-dire que les entrées du parc, on a volontairement essayé de descendre le tarif le plus bas possible. Donc là on est à 14 € pour un adulte en haute saison et à 12 € pour les enfants. Donc nous on estime que c'est le tarif le plus bas qu'on puisse faire. L'objectif c'est que le maximum de gens puissent rentrer à Ecosonia et entendre le message de conservation qu'on a envie de nous transmettre. À côté de ça, vous avez des gens qui sont intéressés pour vivre des expériences un petit peu insolites, comme des visites VIP ou dormir dans nos lodges. Alors là, du coup, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Mais là, vous les retrouvez directement sur notre site internet. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est pour une famille de 4 personnes. Donc par personne, pour 4, c'est 170 € la nuit. Ça comprend le repas du chef étoilé, la nuit. Ça comprend également les entrées du parc pour les 2 jours, plus le petit déjeuner évidemment. On a eu une affaire récemment de loups qui se seraient enfuis ou qui seraient partis. Quelle est la situation de votre point de vue là-dessus? Combien de loups se sont enfuis et où sont-ils? Si on fait un résumé, en fait, on a reçu des loups du parc qui s'appelle Rigazo en Lettonie. On a eu des désinformations, on a eu des manquements d'informations. En fait, on a reçu un loup en particulier qui était surnommé Psycho dans son parc d'origine, qui présentait un comportement anormal, en particulier envers l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il était agressif envers l'homme. On s'est rendu compte qu'il y a des techniques d'élevage à Rigazo qui permettait aux loups, en fait, qui considéraient l'homme pour les loups comme une contrainte. Voilà, les conditions de transport qui ont été complètement inadéquates, qui sont non conformes à la réglementation, et là, nous, on est en train de réfléchir à porter plainte pour maltraitance des animaux pendant ce transport, mais qui ne dépend pas d'Ecosonia, mais qui dépend complètement à 100% de Rigazo. Voilà. Et donc, quand on a reçu ces animaux-là, ils se sont, voilà, en particulier Psycho, s'est acharné sur la partie du grillage, tout simplement parce qu'en fait il a vu des gens. Pour lui, il a considéré que ces personnes-là, vu qu'il était en tout cas qui était agressif envers l'homme, il a voulu les agresser, donc il a chargé à plusieurs fois la vitre. Il a pris le fil électrique qu'il ne connaissait pas, contrairement à ce qu'on nous avait dit, donc ce qui a entraîné des décharges. À cela, vous rajoutez des conditions de transport qui ont été abominables. Ben, en fait, on avait un animal qui était complètement fou, qui s'est acharné littéralement sur nos clôtures et qui a réussi à défaire une maille de la clôture, donc sans la casser, mais en fait il a réussi à découdre un élément, et du coup il a créé une ouverture dans l'enclos. Dernière question, imaginons, même si pour le moment les parcs sont fermés, imaginons que le parc ouvre le 1er avril. Qu'est-ce que vous diriez aux Montpelliérains, aux Perpignanais, aux Toulousains pour les convaincre de venir découvrir le parc, en quelques mots? Ben, je leur dirais venez voir. Venez de vos propres yeux voir ce qu'on a fait. À ce jour, moi, toutes les personnes qui sont venues visiter le parc, encore en chantier, ont été toutes enthousiasmées. On a de très très bons retours. Donc je pense que la meilleure façon de se faire un jugement, c'est peut-être pas forcément de regarder tout ce qui se passe à droite ou à gauche, mais simplement de venir sur place et de constater par soi-même.